Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur BFM2 pour évoquer ce chiffre accablant. Au moins 2159 enfants, dont 503 de moins de 3 ans, ont été obligés de dormir dans la rue la nuit du 18 au 19 août 2025, faute de place dans les hébergements d'urgence. C'est un chiffre qui a été révélé dans une tribune qui a paru dans les pages de nos confrères de Ouest France et signé par l'UNICEF et la Fédération des acteurs de la solidarité. Pour en parler avec nous, nous sommes avec Adeline Nazan, présidente de l'UNICEF, co-signataire de cette tribune et de ce 7e baromètre Enfants à la rue. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pour parler de cette situation, vous parlez d'une situation qui est indigne et surtout vous appelez à un sursaut politique. Est-ce que vous estimez que ces chiffres, qui sont pourtant, comme on l'a dit, accablants, ne font plus réagir la classe politique? Alors surtout, c'est d'abord un cri d'alarme que nous tentons pour la 7e fois. C'est la 7e fois qu'avec la Fédération des acteurs sociaux, nous établissons ce baromètre annuel. D'année en année, les chiffres augmentent, puisque vous l'avez rappelé. Cette année, dans la nuit du 18 au 19 août, il y avait 2159 enfants dans la rue, dont plus de 500 qui ont moins de 3 ans. Et cela révèle une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière et 30% par rapport à 2023. Donc pour nous, c'est absolument inacceptable. Et c'est inacceptable aussi parce que le nombre de ces enfants dans la rue est nous les décomptons avec le 115, mais ils sont forcément largement sous-estimés. Pourquoi? Parce que il ne s'agit là que des familles qui ont téléphoné au 115 et qui ont eu une réponse négative. Or, vous imaginez bien qu'il y a énormément de familles qui ne téléphonent pas, soit parce qu'elles ont déjà téléphoné X fois et qu'elles n'ont pas Mhm. eu de réponse positive, donc elles se désespèrent, soit parce qu'elles ne connaissent pas l'existence du 115. Donc ce sont des chiffres qui sont à la fois certains, mais qui sont forcément sous-estimés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, au-delà des enfants qui sont à la rue, qui est la situation évidemment la plus grave, il y a en France 43 500 enfants qui sont ce qu'on appelle des enfants hébergés, c'est-à-dire soit en centre d'hébergement, soit en hôtel. Alors évidemment, c'est mieux que d'être à la rue complètement, mais enfin, on estime que ça n'est pas non plus acceptable d'avoir des enfants qui restent des mois, voire des années, dans des hôtels qui ne sont évidemment, vous l'imaginez, pas des hôtels de grand luxe, qui sont souvent d'ailleurs des hôtels insalubres. Et en centre d'hébergement, c'est pas non plus une vie, si ça devient pérenne, ou même sur quelques mois ou années, ça n'est pas une solution pour des enfants ou adolescents. Donc c'est sur l'ensemble, en fait, de l'hébergement d'urgence que nous alertons le gouvernement. Alors vous me demandez si le gouvernement nous écoute. Force est de constater que si nous avons obtenu quelques victoires ces dernières années, comme par exemple la non-baisse prévue initialement du nombre de places en centre d'hébergement, Mhm. 203 000. À chaque fois, il était question de le baisser parce que les associations se sont groupées et ont fait entendre leur voix. Ça n'a pas baissé, mais en revanche, ce que nous demandons, c'est 10 000, au minimum 10 000 places de plus. Donc, le gouvernement ne nous entend pas à la hauteur de la gravité de l'événement. Alors, je ne dis pas que le gouvernement n'a pas conscience de ce phénomène, ils en ont conscience, mais ils ne prennent pas la décision politique. Il s'agit là d'une question de volonté politique. Ils ne prennent pas la décision politique d'y remédier et d'y remédier avec les moyens nécessaires pour justement y parvenir. Donc, tout ça est une question de volonté politique d'y consacrer le budget nécessaire. Mais justement, vous dites que les solutions sont plutôt évidentes, plutôt faciles pour aider ces gens qui sont à la rue. Qu'est-ce que vous proposez pour justement pallier à ce manque d'hébergement d'urgence et même d'hébergement pérenne? Alors,
elles sont, je ne dirais pas qu'elles sont faciles, parce qu'elles engagent justement Mhm, beaucoup de budget, mais c'est là que je parle de volonté politique. mhm, Alors, nous, d'abord, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une programmation pluriannuelle de l'ensemble du logement social et de l'hébergement d'urgence. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas à la petite semaine ou à l'année des prévisions, on revient dessus par la loi de finances rectificative, etc., etc. Donc, on veut absolument une programmation pluriannuelle. Ça, c'est la première chose, avec des chiffres de logements sociaux et très sociaux suffisants, et en parallèle et en amont de centres d'hébergement d'urgence. Parce qu'en fait, du fait de l'absence de logements sociaux suffisants, les personnes qui ont été admises difficilement, puisque c'est très difficile, en centre d'hébergement d'urgence, eh bien, à leur corps défendant, elles embolisent les centres d'hébergement, puisque même les personnes qui auraient droit à un logement social ou très social, eh bien, attendent des mois, des années, même pas des mois ça irait, mais des années pour trouver un logement social quand elles en trouvent. Donc, du coup, elles bloquent mhm. le système de... Voilà, et en fait, c'est une chaîne du logement et de l'hébergement d'urgence qui dysfonctionne complètement. Donc ça, c'est la première chose. La Mhm. deuxième chose, qui est plus générale, c'est et maintenant que justement la question de l'hébergement des enfants soit mise en haut de l'agenda politique du gouvernement. Et ça n'est pas le cas. La meilleure preuve, c'est qu'en 2022, le ministre du Logement lui-même, que nous avions rencontré, nous avait garanti que quelques mois après, il y aurait zéro enfant à la rue. On en est, comme vous voyez, extrêmement loin. C'est Mhm. ce qui nous fait dire que la volonté politique n'existe pas. Donc il faut une volonté politique. Il faut aussi un meilleur accompagnement de ces enfants quand ils sont à la rue, à l'hôtel ou en centre d'hébergement, parce que l'accompagnement social est parfaitement insuffisant. Donc il faut absolument avoir cela. Et puis, il faut justement un accompagnement social qui va permettre aux personnes qui pourraient y prétendre, par exemple, d'avoir un titre de séjour quand ils peuvent y prétendre, de façon à pouvoir accéder au logement social. Donc, ça, ce sont des solutions qui sont à la fois simples, mais qui nécessitent une vraie volonté politique. Or, quand on voit, par exemple, pour la situation budgétaire 2026, qui a Mhm. déjà été annoncée, c'est-à-dire des coupes budgétaires importantes, la coupe budgétaire sur la ligne solidarité, inclusion, insertion, elle est de 1,7 milliard, ce qui est une des plus importantes Mhm. coupes budgétaires. C'est là aussi qu'on dit que ça, si on décide de couper le plus dans ce secteur, là aussi, c'est quand même un signal politique. Alors comment est-ce que vous expliquez justement cette augmentation? On vous avez parlé de 6% par rapport à 2024, plus 30% d'enfants à la rue par rapport à 2023. C'est des chiffres qui sont quand même très conséquents. Comment est-ce que ça s'explique? Alors, il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent et qui se cumulent. Il y a d'abord le fait que la pauvreté en France augmente énormément. L'INSEE a publié il y a quelques mois les chiffres de la pauvreté, Mhm, et la pauvreté a énormément augmenté ces dernières années. Donc, une pauvreté qui augmente, ça veut dire des familles ou des femmes seules. Il y a de plus en plus de femmes, de familles monoparentales, et des femmes n'arrivent plus à payer son loyer et est menacée d'expulsion. Et comme en plus, il y a un autre facteur, les différentes lois qui ont été votées ces dernières années, comme la loi Kasbarian, permet plus facilement d'expulser les locataires. Donc, il y a une hausse du nombre d'expulsions qui est tout à fait significative. Donc, hausse de la pauvreté, hausse de, du nombre d'expulsions locatives, et ça crée justement beaucoup plus de personnes qui sont à la rue. Et puis aussi, il y a une féminisation mhm. du sans-abri. Seulement, parmi les personnes qui se retrouvent sans-abri, il y a un tiers de femmes seules.
Ce qui fait que ce qu'il faut voir, c'est les conséquences concrètes de tout ça, parce que les centres d'hébergement qui font évidemment ce qu'ils peuvent sont obligés de trier en fait les demandes. Il y a encore quelques années, une femme enceinte ou une femme sortant de la maternité avec un bébé était considérée comme totalement prioritaire. Eh bien, maintenant, et ce sont les centres d'hébergement qui nous le disent, eh bien, une femme qui est enceinte de 3 mois ne sera pas considérée comme prioritaire. Ça sera une femme qui sera sur le point d'accoucher à 7 ou 8 mois qui sera considérée comme prioritaire. On parle beaucoup des enfants de 3 ans, mais si l'enfant approche les 3 ans, eh bien, il ne sera pas considéré comme prioritaire et on prendra plutôt un enfant d'1 an. Donc, qu'est-ce que c'est que cette société où on en vient à sélectionner entre un bébé de 3 mois et un enfant de 3 ans pour savoir lequel pourra rester dans la rue? Et puis, je voudrais parler bien sûr des conséquences de tout cela pour les enfants et les adolescents. Elles sont énormes. D'abord parce que le droit au logement et le droit au logement inconditionnel, c'est un droit de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il est absolument inconditionnel et fondamental et il n'est évidemment pas respecté. Mais au-delà même du fait que le droit au logement n'est pas respecté, ce sont tous les droits de la vie de l'enfant qui ne sont pas respectés et qui sont eux-mêmes aussi reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfant. Le droit à la santé, car vous imaginez bien qu'un enfant qui vit dans la rue, à l'hôtel, dans un centre d'hébergement, son suivi médical ne va pas se faire correctement. Il y a beaucoup Mhm. de ruptures. Bon, la sociabilité d'un enfant qui vit dans la rue et qui arrive à aller à l'école, ou qui vit en centre d'hébergement et qui va à l'école. Vous imaginez, d'ailleurs, beaucoup nous l'ont dit. Ce matin, à la conférence de presse, nous avions un adolescent et tous ces jeunes nous le disent, c'est-à-dire que ils n'osent pas dire à leurs camarades de classe qu'ils n'ont pas de logement, donc ils se mettent complètement en marge. C'est un danger évidemment physique important pour un adolescent et encore plus pour un enfant en bas âge de vivre dans la rue, même s'il est avec sa mère, Mhm. et en termes de santé mentale, des dégâts qui vont courir pendant toute la vie. On a publié un rapport en 2022 qui s'appelle Grandir sans chez soi, où on y détaillait avec beaucoup de détails, avec beaucoup de précision, pardon, euh, tous les dégâts que cela peut entraîner. Quand on sait par exemple que les 1000 premiers jours sont la période pour l'enfant où tout se construit et se consolide, eh bien, on imagine bien qu'un enfant qui a vécu dans la rue, dans un centre d'hébergement ou à l'hôtel, à ces âges-là, il traînera des séquelles toute sa vie. Donc voilà le sort qui est réservé à nos enfants. Et un autre sort est à noter, un sort qui est tragique, hein. Le collectif, d'ailleurs, Les Morts dans la rue, a dénombré, si je puis me permettre de dire ça comme ça, 38 enfants décédés dans la rue. Vous avez parlé, hein, de la Convention relative aux droits de l'enfant qui oblige les États parties à respecter, promouvoir, protéger, réaliser les droits de l'enfant. En fait, ce que ça signifie là, c'est que la France ne respecte pas cette convention. Donc, que peut faire l'UNICEF face à ça? Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, qui est l'organe qui est chargé de vérifier si chaque pays respecte bien la Convention, l'a noté dans son précédent examen en disant que la France devait faire un effort sur le logement des enfants. Alors que peut l'UNICEF? Ben, voilà, alerter, Mhm. alerter alerter le gouvernement, mais aussi alerter les parlementaires qui, eux, sont prêts à Oui, voter les solutions. La meilleure preuve, c'est que nous avons réussi à faire voter par les sénateurs à l'unanimité, tout parti confondu, une résolution demandant qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue ou hébergés de façon dans des situations qui ne conviennent pas. Ça n'est pas une loi, malheureusement, c'est une résolution, mais ça oui. marque quand même bien la conscience et la volonté des sénateurs, tous bords confondus, et nous allons la porter à l'Assemblée nationale et nous espérons que les députés seront aussi unanimes pour voter cette résolution. Donc les députés et les sénateurs, ils sont conscients de cela. Mhm. Et puis il y a un autre point que je voulais faire remarquer, c'est que
pour pallier cette carence de l'État, parce que rappelons, tout le monde ne le sait pas, que l'hébergement d'urgence, c'est une compétence de l'État, c'est pas une compétence des villes, des mairies, mais pour autant, pour pallier ce non-respect de cette compétence, eh bien, les mairies font énormément, elles mettent des Oui. salles à disposition des gymnases, des écoles. Les citoyens font énormément, ils se regroupent pour héberger des enfants. Le corps enseignant fait énormément, puisqu'il y a énormément de villes, la plus importante étant Lyon, Mhm. où les enseignants décident d'ouvrir les écoles la nuit et le week-end avec les parents et les enseignants. Donc, ce n'est pas rien pour que au moins les enfants ne dorment pas à la rue dans la nuit ni le week-end. Or, on ne peut que saluer, évidemment, cet engagement et cette solidarité remarquable, mais dire en même temps que ce n'est pas le rôle des enseignants, des parents, des citoyens, ni même des villes, que de se substituer aux lacunes de l'action de l'État. Alors, vous parlez des écoles, on approche de la rentrée scolaire, on approche aussi des températures plus froides. On est encore au mois d'août, mais bon, ça va vite arriver. Et vous parlez de cette résolution que vous allez porter à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut espérer voir cette résolution arriver à l'Assemblée nationale avant les premières vacances scolaires, on va dire? Je ne sais pas, mais j'espère qu'elle arrivera au plus vite. J'espère qu'elle arrivera au plus vite. Puisqu'actuellement, on va dire, l'actualité principale de notre gouvernement, c'est justement le plan budgétaire 2026. Le principal problème de ce manque d'hébergement d'urgence, c'est le budget, c'est les finances, c'est l'argent. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être un peu mis de côté, du coup? Ben, bien sûr, on est très inquiet. On est aussi inquiet de l'absence de continuité de l'action publique, puisque Mhm, depuis un an, les gouvernements se sont succédés, ce qui mhm. a nui évidemment à la continuité de l'action publique, et on a été obligé de revoir les ministres pour leur réaffirmer nos engagements et nos propositions. Je crains malheureusement qu'on soit obligé de recommencer dans peu de temps. Donc tout ça, l'instabilité politique a des conséquences évidemment, et puis également la situation budgétaire a des conséquences. Mais c'est bien là que, disons, même avec une situation budgétaire dégradée, il y a des priorités. Et Bien pour sûr. nous, la priorité, ce sont les enfants. Et que même si la France, qui est quand même un pays riche, même si elle connaît une crise budgétaire, et que la France accepte que des enfants dorment dans la rue ou meurent dans la rue, hein, je Mhm. rappelle, vous l'avez dit vous, 38 enfants sont morts dans la rue en 2024, le plus jeune avait 8 jours. Donc, est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on dit que c'est digne un pays qui laisse faire ce genre de choses? Nous, nous disons non et nous continuerons évidemment à nous battre pour cela. Un pays développé, et je le rappelle, un pays développé avec 38 enfants morts dans la rue en 2024. Et vous avez dénombré seulement sur une nuit un chiffre de 2159 enfants qui dormaient dans la rue de la nuit du 18 au 19 août, dont 503 de moins de 3 ans. Vous l'avez aussi précisé, Adeline Hazan, hein, que ce chiffre n'est pas un chiffre auquel on peut réellement s'attacher. En réalité, il y a plus d'enfants qui dorment dans la rue en 2025. Merci de nous avoir donné toutes ces précisions. Merci pour votre témoignage. Je rappelle, vous êtes présidente de l'UNICEF France et vous êtes co-signataire de cette tribune que vous pouvez retrouver dans les pages de nos confrères de Ouest France sur la situation des enfants à la rue en France en 2025. Je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau direct sur BFM2.